Bien, bonjour à toutes et tous. Alors, cette présentation aujourd'hui, elle est le résultat d'interrogations déjà anciennes chez moi et qui sont en lien avec l'incrédulité, parfois les sourires un peu polis et convenus que j'ai pu observer chez des confrères, des collègues académiques principalement, lorsqu'il m'est arrivé de mentionner ce que je pense être l'intérêt de production de l'art océanien qui sont considérées comme plus récentes ou parfois pas forcément tout à fait comme des chefs-d'œuvre. Alors les musées possèdent en leur sein, en réserve, de nombreuses pièces qui sont considérées comme tardives, je mets des guillemets, mais lorsque des choix d'exposition doivent être faits, eh bien, il est habituel de présenter les artefacts, les objets. Donc, on a l'habitude de présenter les artefacts, les objets, les sculptures, donc les plus anciens, les mieux documentés, simplement aussi, très souvent, les plus populaires. Et donc, on a un certain paradoxe muséal, parce que le musée, finalement, il est censé être un lieu d'éducation, de connaissance, d'ouverture d'esprit, mais expose finalement toujours un peu les mêmes chefs-d'œuvre. Et les conservateurs doivent en permanence doser le plus savamment possible, et c'est pas forcément facile. L'exposition des pièces dites maîtresses, finalement, et celle des œuvres méconnues, en profitant notamment, par exemple, des prêts, quand ça libère de l'espace pour créer des nouvelles conditions pour un accrochage différent. Et lorsque deux visiteurs, alors là, il y a peut-être des collègues qui vont se reconnaître là-dedans, enfin, qui vont avoir l'écho de leur expérience. Lorsque deux visiteurs se plaignent à la sortie d'une visite, par exemple, eh bien, le premier va par exemple dire « je suis venu de si loin pour voir telle œuvre célèbre et malheureusement, elle n'est pas exposée ». Et le second va dire au contraire « alors moi je viens régulièrement, quel dommage que vous ne refassiez pas l'exposition permanente parce que c'est un peu vieillot et on voit toujours les mêmes choses ». Donc, résultat, les gens ne sont jamais contents, hein, et donc je vais essayer de faire cette présentation pas du tout de manière critique, surtout pas sur le travail remarquable de mes collègues muséographes, qui je serais bien incapable de faire, mais plutôt une réflexion sur le sens à donner et le regard à porter sur les objets dits tardifs, qui sont souvent, et encore trop souvent à mon goût, ou à mon avis en tout cas, victimes d'un certain mépris. Alors de quoi ces objets tardifs finalement sont-ils le nom en premier lieu? Alors il faut établir un corpus, parce que le terme est équivoque, et alors parce qu'en Océanie, bien sûr, les arts sont vivants, hein. Le dernier festival des arts mélanésiens au Vanuatu est là pour nous le rappeler. Et donc quoi de plus tardif finalement, entre guillemets, que l'actuel, hein, pour l'archéologue grand amateur de chronologie que je suis. Donc je ne parlerai pas ici, hein, de ces productions les plus tardives, des productions strictement contemporaines, ni même d'ailleurs de celles qui ont été produites dans le cadre des mouvements revivalistes qui sont nés dans les années 60. Je parlerai plutôt, en réalité, dans son sens d'objet tardif, d'objets qui ont spécifiquement, qui sont en fait déjà anciens, et qui ont spécifiquement été réalisés pour la vente aux Occidentaux du temps de l'intensification des contacts au début du 19e siècle jusqu'à l'entre-deux-guerres, grosso modo la période 1830-1930, même si ça varie pour les différents archipels. Et je prendrai des exemples dans deux archipels dont je connais assez bien les productions, pas forcément aussi bien celle de la Polynésie française, mais en tout cas celle de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Alors pourquoi ces objets m'intéressent-ils ? Bien, tout simplement parce que beaucoup de ces objets ont en réalité été collectés en même temps que les pièces plus anciennes. Et les voyageurs, les administrateurs, les missionnaires, les ethnographes qui en ont été les témoins et les collecteurs souvent, eh bien, les ont placés d'emblée sur une échelle de valeur en les comparant à des pièces plus anciennes. Alors, les objets océaniens sont de plus en plus nombreux à être collectés avec l'intensification des trafics, la mise en place d'une économie de troc au XIXe siècle. Les objets fabriqués sont donc embarqués sur les bateaux, ramenés en Europe, conservés comme souvenirs ou parfois revendus par les marins à leur retour. Et le processus qui fait du voyageur occidental un collecteur obligé s'impose donc progressivement comme la norme. Avec la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie, avec la mise en place du protectorat de Tahiti, eh bien, ces collectes s'intensifient tout simplement parce que des contingents de militaires, d'administrateurs, de médecins sont affectés à temps dans les archipels. Avec l'essor des recherches
et aussi celui d'un goût pour la préhistoire en Europe et un intérêt progressif pour l'ethnographie, avec la création par exemple du musée d'ethnographie du Trocadéro, l'ancêtre du musée de l'homme, qui est créé en 1878, eh bien de plus en plus d'objets sont échangés, achetés auprès des populations autochtones. Donc en collectant des objets sur place, lorsqu'on est administrateur, lorsqu'on est militaire, eh bien on prolonge bien sûr l'œuvre coloniale. On se place également dans une position qui est, à l'époque, bien sûr valorisante, celle d'un espèce d'héritier du siècle des Lumières, parce qu'on participe alors à la connaissance, à la documentation des peuples et des cultures du monde. Donc c'est pour ça que ces collecteurs, qui sont très nombreux, eh bien, vont au retour de leur affectation déposer dans des musées de province, souvent dans la région dont ils sont originaires, une partie des objets collectés et nourrir donc les institutions locales. Cette demande dans les îles, qui est de plus en plus prégnante, donc, ou prégnante plutôt, crée les conditions donc d'une fabrication. Les Océaniens se sont appropriés de nouveaux savoir-faire, de nouveaux outils avec le contact occidental, des objets en métal, des lames de hache, de scie, des tours mécaniques près des missions et de leurs ateliers ou de leurs scieries. Les collecteurs, les collectionneurs achètent en milieu tribal, mais aussi parfois tout simplement à Nouméa ou à Papeete dans des premières boutiques de curios qui sont souvent tenues par les photographes. Vous avez ici une photographie des frères Dufty à Nouméa. Ces derniers ont besoin d'objets pour faire poser leurs modèles, et donc ils ont des objets qu'ils collectent et que parfois ils vendent pour améliorer leur ordinaire. Donc à Nouméa, à la Nugan par exemple, où les frères Dufty vendent aussi des objets en même temps qu'ils vendent les photographies qu'ils produisent avec. Plus tard, à Tahiti, les boutiques de Georges Loulou Spitz ou à titre d'exemple, je vous montre l'atelier de Lucien Gauthier à Tahiti, rue de l'Est, au début du XXe siècle, où vous voyez donc les objets avec les photographies encadrées, les objets, et vous pouvez voir donc la lance tenue par le modèle de la photo au centre, et donc la grande rame tenue par le modèle sur la photo de droite, qui sont également donc exposés à la vente, enfin proposés à la vente. Et plus tard, donc d'autres curios, comme ici le curios de Georges Loulou Spitz ou celui de Paul Nordman, vont exister également, proposant des objets du Pacifique, certains récents, d'autres plus anciens. Donc les objets proposés dans ces curios alternent entre pièces anciennes et objets récemment fabriqués, qui sont en général appelés eux-mêmes des curios, même s'ils ont aujourd'hui, quand on réfléchit un peu, finalement 120, 130 ans pour certains d'entre eux. Ils alimentent le débat, le vieux débat sur l'authenticité de l'objet ethnographique. Un objet ancien peut-il être considéré comme authentique alors qu'il a été façonné exclusivement pour les Occidentaux? Il n'a pas circulé dans les régions traditionnels, il n'a pas été investi de pouvoir magique. Alors on pourrait penser que non, par exemple. Jean Guillard, l'anthropologue célèbre, écrivait il y a quelques années « On ne saurait qualifier d'art le fruit d'une imagination créatrice recherchant en priorité ce qui pourrait plaire aux touristes européens ». C'est quand même d'une très très grande violence en termes de jugement. Et donc, les choses sont-elles si simples et ce mépris, en réalité, est-il réellement fondé? Eh bien, comment expliquer que, sur le plan esthétique, par exemple, certains objets soient aujourd'hui valorisés, comme les hoe, ces grandes pagaies de Raivavae, qui sont reconnues pour la plupart d'entre elles, je parle ici sous le... Je verrai peut-être avec Marine tout à l'heure, elle ne sera peut-être pas d'accord avec moi, mais en tout cas, il me semble que ces objets sont pour la très grande majorité d'entre eux, des objets qui sont fabriqués pour la demande européenne. Et de même, finalement, quoi penser des bambous gravés Kanak, dont vous avez ici une photographie qui représente la fabrication, et un objet du musée de Nouvelle-Calédonie, qui eux aussi sont faits pour la vente, des objets de relation, comme l'a pu l'écrire mon collègue Patrice Gaudin, et qui sont aujourd'hui considérés comme des chefs-d'œuvre de l'art Kanak. Donc il existe un paradoxe avec ces deux exemples. Soit on considère les objets de transaction, de troc, comme n'ayant pas leur place au musée, en suivant la déclaration de Jean Guillard que je lisais à l'instant, soit on incorpore de très nombreux objets témoins de ces périodes de relations, de troc et de trafic. Je peux poser la question autrement. Parmi les objets tardifs et les curios, pourquoi le bambou gravé Kanak et les pagaies sculptées que vous avez ici sont considérées, elles, comme des réalisations de grande qualité et pas les autres objets de curios? Eh bien, en réalité, c'est assez simple. Ces objets-là, ils partagent une caractéristique. Leur existence pré-européenne n'est pas réellement, formellement établie ou certaine. Donc,
il n'existe pas de version certifiée comme ancienne réellement de ces objets. Alors lorsque l'océanien ne pratiquait en réalité auparavant pas une certaine technique, eh bien, celle-là, elle peut accéder dès lors au rang de chef-d'œuvre. Sinon, l'objet en réalité qui peut se mesurer à une réalisation plus ancienne, eh bien, il est considéré comme décadent. Je vais y revenir dans un instant. Donc, voilà la réciproque. Les objets qui évoluent à partir de formes anciennes, comme les versions tardives des pagaies ou des massues marquisiennes ou par exemple, que vous voyez ici, sont désignés comme décadents, hein, c'est le terme qui est utilisé entre guillemets par les collecteurs. Carl von den Steinen, qui est un immense ethnographe à l'héritage considérable, qui vient en mission aux marquises à la fin du 19e siècle, explique à propos de l'industrie qu'il qualifie lui déjà de touristique: la sculpture en ronde bosse du style moderne se trouve dans un état nettement pire. Le bois de fer a disparu, les massues sont aussi travaillées de façon infiniment plus grossière que les magnifiques armes de l'ancien temps. On voit immédiatement que ces objets ne furent jamais utilisés et, ce qui est plus original, n'auraient jamais pu être utilisés. Ils sont simplement des productions artificielles de l'industrie touristique. C'est une appellation peu amicale, mais qui est juste. Alors, en réalité, c'est l'existence de référentiels plus anciens qui entraîne ces jugements de valeur occidentaux sur la qualité des œuvres qui sont proposées. Par conséquent, on est en droit de s'interroger sur le bien fondé de ces affirmations. Notamment lorsqu'on sait que ces mêmes observateurs, qui se font alors si critiques, sont précisément ceux qui prédisent la disparition prochaine des populations océaniennes, en train de sombrer dans l'alcool, dans la phtisie, c'est-à-dire la tuberculose, et une évangélisation qui aura donc détruit leurs fibres créatrices. Donc, à population mourante, art condamné. Il s'agit bel et bien donc de ce racisme d'anéantissement qui a été évoqué par Alban Bensa pour la Nouvelle-Calédonie, mais qu'on retrouve en fait partout dans les îles du Pacifique. Ces observations, elles sont fréquentes dans la littérature de voyage de l'époque. Elles varient dans le ton. Alors, les voyageurs peuvent être parlés de manière apitoyée, avec une espèce de commisération. Ça peut être aussi un espèce de fatalisme blasé, insensible. Mais les collectes opérées sont vues comme des collectes de sauvegarde avant la mort annoncée de la culture. Donc, en observant les objets tardifs, eh bien, on comprend qu'il existe un biais d'appréciation des productions plastiques dont, en réalité, nous sommes collectivement victimes. L'influence européenne nous a nourris. La querelle des anciens et des modernes, l'opposition facile de la tradition et de la modernité, la cyclicité des courants artistiques, en particulier occidentaux, nous a inculqué que l'art existe dans l'imitation et l'hommage à l'ancien. En Europe, la Renaissance, le classicisme, le néoclassicisme sont autant finalement d'hommages aux formes de l'Antiquité, et des courants innovants comme le romantisme, le pré-raphaélisme, le symbolisme, ont aussi leur part de glorification des formes anciennes, comme par exemple celle de l'art médiéval. Et donc dans l'art océanien, on pourrait également peut-être étendre le débat aux arts premiers en général, je ne sais pas, mais la perfection formelle des temps anciens, pré-européens, elle est pensée et érigée en absolu. Toute forme déviant de cette norme devient dès lors une forme appauvrie et une forme décadente. L'anthropologie, d'ailleurs, porte une part significative de responsabilité parce qu'elle a cherché à définir les structures de sociétés traditionnelles. Elle a créé, du coup, des modèles intemporels, figés. Ces sociétés froides, telles que pouvait les conceptualiser Claude Lévi-Strauss. Et donc, lorsqu'elle s'est intéressée aux productions techniques et plastiques, elle a aussi érigé l'art du temps pré-européen comme un absolu. Mais c'est quand même compliqué. Vous comprenez qu'ajouter du mépris pour les formes produites à la commisération pour une population souffrante, ça fait pas grand-chose de positif, sinon leur infliger la double peine, c'est-à-dire qu'à celle de la mort des leurs, on rajoute celle de la mort de l'art. Donc l'image que nous renvoie l'archéologie, au contraire, heureusement que nous sommes là, je plaisante, au contraire, est tout autre. On a des productions artistiques très anciennes qui, malheureusement, ne nous sont qu'exceptionnellement parvenues. Mais par contre, tous les aspects menus de la culture matérielle, tous les petits objets, nous renvoient l'image de sociétés qui sont très mobiles, des échanges qui sont fréquents, mais par contre sont aussi différents d'une époque à une autre. Des transformations, des modifications, des évolutions des objets, une grande diversité des productions et des outils qui ouvrent la voie à, en fait, des potentialités énormes de variabilité, de phases d'ouverture, parfois des phases de repli à l'intérieur d'un même archipel, etc. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait penser la production des temps immédiatement antérieurs
au contact occidental comme cette espèce d'absolu formel, figé, et non comme, en réalité, ce qu'il était probablement, c'est-à-dire un instantané de création. Oui. Ça va être compliqué. Celui-ci a d'ailleurs pu, donc selon les cas, selon l'archipel, selon la créativité du moment, selon les relations sociales ou les réseaux, autrement dit selon le temps, le lieu ou le milieu, correspondre à un moment de profusion créatrice ou d'ailleurs un moment de repli et de refermentation artistique. Alors dans les décennies qui suivent le contact occidental, on observe donc des systématisations, c'est vrai. On observe l'abandon de certains motifs, c'est vrai. Les dépopulations du Pacifique ne sont probablement pas étrangères, c'est vrai. Mais ces simplifications observées ne pourraient-elles pas aussi correspondre à des épurations formelles ? De la même manière que dans certaines cultures, on alterne au cours du temps entre des motifs foisonnants à certaines périodes qui laissent place ensuite à une certaine rigueur des formes, une certaine baroquisation et un certain classicisme ou abstractisation des formes. Les observateurs de l'époque et leurs suiveurs jusqu'à aujourd'hui parlent d'irrationalité ou d'aberration des proportions lorsqu'en général on compare les formes anciennes aux formes modernes. Mais là aussi, on est dans la mesure à l'ancien. Et donc ça rappelle le procès qu'on a fait aux architectures médiévales, par exemple, quand on les a comparées aux ordres antiques, en disant que les gens au Moyen-Âge faisaient n'importe quoi, alors que les proportions des temples antiques sont parfaites, mathématiques, etc. etc. Donc décoloniser le musée, c'est aussi décomplexer les descendants de ces artistes tardifs. Il faudrait leur montrer que les choix de ces mêmes artistes, de ces artistes soi-disant décadents, ne sont pas finalement des mauvais choix, mais en réalité des choix innovants. Pas forcément des choix faibles, mais en réalité des choses qui sont preuve de leur vigueur. Pas décadents, mais en phase de régénération. Et il convient qu'en fait, on s'en inspire. Alors c'est déjà le cas. Le bambou gravé, par exemple, a beaucoup inspiré les artistes plus récents, par exemple Paul Abois, Micheline Eporon, etc. Mais dans certaines formes où la sculpture est restée, et aussi dans certains endroits où la sculpture est restée un élément important de la culture traditionnelle, comme aux Marquises, par exemple, les soupierres sont aujourd'hui encore copiées, etc. Pourtant, ce sont des objets du début XXe. Donc, pour terminer, je voudrais dire que le patrimoine, c'est une définition que je tiens de Pierre-Yves Ballut lorsque j'étais étudiant à la Sorbonne. Pierre-Yves Ballut disait « c'est ce qu'une société accepte ou refuse d'une autre pour se construire elle-même ». C'est une définition à laquelle je tiens beaucoup. Et en réalité, quand on observe ces objets tardifs, on se rend compte de quoi ? De ce que les Océaniens ont pris du passé pour se construire, c'est-à-dire des motifs interdits du tatouage qui ont été conservés comme motifs de sculpture pour ne pas être perdus, par exemple. Des ornements de grandes cascanaques de cérémonies ou de coutumes funéraires gravés pour mémoire, par exemple, sur des bambous. De ce qu'ils ont refusé, par les vides ou les manques observés, parce que justement, ils étaient en train d'accepter des nouvelles formes de foi et de se transformer aussi, de ce qu'ils ont pris de l'autre dans la forme des objets ou les motifs choisis, donc de la forme occidentale, par exemple, de la création des soupières, et enfin de ce qu'ils ont créé de neuf, d'innovant, de propre à eux-mêmes, les formes hybrides, syncrétiques. Certaines ont été sans lendemain, certaines, aujourd'hui, servent quand même d'inspiration et de modèle. Donc en conclusion, ces objets, ils ont, à mon avis, trop longtemps été perçus par les esthètes ou les scientifiques occidentaux comme indignes d'intérêt. Par leur lien aux groupes qui sont aux prises avec les cataclysmes des épidémies, des endoctrinements religieux, des politiques coloniales coercitives et de leurs conséquences, en réalité, ils constituent des formidables objets d'étude de cette période clé du 19e siècle et du début du 20e pour la connaissance historique de cette période. Ils ne rendent pas tant compte de traditions mourantes et abattardies qu'en réalité de la résilience et de l'agentivité des populations d'Océanie qui incorporent de nouveaux outils, de nouveaux modes de représentation, de nouveaux savoir-faire. Ils sont des témoins matériels à l'esthétique étonnante, parfois perturbante, des capacités de réactivité et de recomposition des sociétés insulaires. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Louis. C'est vraiment très... encore une fois, moi, je suis fan de toutes les présentations, de toute façon. Ça me fait penser à ce qu'avait dit Emmanuel Casarero à propos des petites maquettes et les modèles de cases qu'on retrouve dans beaucoup de collections dans le monde et qui ont été longtemps considérés comme des curios, des objets sans intérêt, alors qu'en fait, ils servaient très probablement aussi à garder la connaissance de la fabrication de ces objets, de ces pirogues et de ces cases, pour des populations qui avaient été déplacées et pour lesquelles des maîtres et des personnes ressources avaient été perdues.
Oui, c'est le cas aussi des modèles de pirogue notamment, dont certains sont effectivement très utiles, extrêmement bien conçus, avec tous les types de nœuds, les ligatures qui sont vraiment très exactes, etc. Alors bien sûr qu'il y a des objets qui sont parfois fabriqués de manière un peu hâtive, mais à l'intérieur de ce corpus-là, il y a des objets de très grande qualité, avec vraiment la perpétuation de savoir qui sont inclus à l'intérieur, quoi. C'est quand même des objets fascinants, même s'ils ont été très mal considérés. Il y a une très belle photographie des expositions universelles de 89 avec une petite case marquisienne sur un PEP aussi qui est très très belle à ce sujet. Nous aurons 2 questions uniquement. Bonjour, merci pour la présentation, Louis. Moi, j'ai une question. Justement, ils ont été mal considérés, ces objets, par les Européens notamment. Hein. Mais du côté, justement, de ces artistes tardifs, est-ce que de ces artistes-là, on a des témoignages? Qu'est-ce que eux ils pensent de leurs objets, de ce commerce qu'ils ont créé, qu'ils avaient bien conscience de ce commerce-là, ils l'ont utilisé. Donc, est-ce qu'on a des traces de ces témoignages-là? Je vous remercie de me l'avoir posé. Je vous répondrai en 8 points. Non, je n'ai malheureusement pas de réponse à apporter. J'ai pas de témoignage à ma connaissance précis. Peut-être qu'il faudrait observer des archives. Je ne sais pas, Marine a peut-être un élément de réponse là-dessus. Non, je ne sais pas. Il y a peut-être dans les archives de Vandensteinen, par exemple, des témoignages qu'il récolte, ou dans les témoignages de Handy, peut-être dans des archives comme ça, des témoignages sur ce qu'il récupère au moment de la collecte des objets. Mais c'est quelque chose que je n'ai pas encore exploré. Hein. Ça, c'est vraiment juste du food for thought, quoi, donc pour nourrir de la réflexion sur une façon de renouveler le regard sur ces objets et qu'ils prennent leur place au musée plus facilement qu'aujourd'hui. On a l'impression que c'est la décadence qu'on n'ose pas montrer, quoi. En réalité, c'est la résilience qu'il faut absolument montrer, quoi. Voilà, à mon sens. Bah c'est parfait ce que tu viens de dire, parce que ça fait une belle transition. Je voudrais reprendre les propos de Carol Ivory, donc spécialiste des marquises, justement. Moi, je m'intéresse également beaucoup à ces productions artistiques de transition dans l'histoire des populations, notamment aux îles Marquises, avec les houmous et massues, et la déconsidération que les massues les plus récentes, et même encore aujourd'hui, on subit dans les institutions muséales et aussi dans les collectes. Mais néanmoins, du coup, si je peux me permettre, je voudrais la citer parce que c'est très beau ce qu'elle dit. Elle parle d'abord du problème de déconsidération que Linton applique à ces massues contemporaines. À l'époque, il trouve laide et inintéressante. Et elle dit que c'est un problème de ne pas prendre en considération ces massues puisque... pour elle, cela revient en fait à une dévaluation de la survivance du peuple marquisien, du rôle que ces arts ont pu jouer dans cette survivance et le reflet. Alors attendez, excusez-moi parce que c'est en anglais. Et la réflexion de leur sens d'identité et de culture continue, mais changée, modifiée ou qui a évolué dans ces formes acculturées d'art. Et c'est vraiment super. Et donc on en est aujourd'hui, on est plusieurs à travailler sur ces questions et ça change vraiment dans les productions muséales et d'expositions. Donc voilà, super. Merci. Merci beaucoup. Et vraiment, c'est une thématique très importante à explorer. C'est, à mon sens, une part de la décolonisation de la muséologie aussi.